Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat. Chaque jour, nous faisons confiance à des produits, des laboratoires d'analyse, des stations-service, des centres médicaux, des organismes de certification ou encore à des entreprises qui délivrent des services essentiels. Mais comment savoir que les résultats d'un laboratoire sont fiables? Que les mesures effectuées sont exactes, par exemple? Que les produits que nous consommons respectent les normes de sécurité? Les dates de péremption, le grammage, la teneur en sel, par exemple. Alors, derrière cette confiance se cache un mécanisme largement méconnu du grand public, ça s'appelle l'accréditation. Alors, c'est invisible pour beaucoup et elle joue pourtant un rôle fondamental dans la protection du consommateur. La compétitivité des entreprises et la crédibilité des institutions. Alors, l'accréditation protège-t-elle réellement les populations ? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont les bénéfices concrets pour les consommateurs et les entreprises? C'est le thème de notre débat de ce soir. Merci à vous d'être là. Pour en discuter, nous avons des invités ressources. Monsieur Emmanuel Trabi, monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur général de l'industrie et vous êtes président du comité ivoirien de normalisation. C'est bien ça. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Nous accueillons également Madame Olga Kwasi. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes présidente de l'Association ivoirienne des organismes d'évaluation de la conformité. C'est exact. En abrégé AIOEC. Mais on va éviter les sigles pour permettre au public justement de se familiariser avec ce que vous faites. Donc, présidente de l'Association ivoirienne des organismes d'évaluation de la conformité. Tout à fait. Madame, merci d'être là. Merci beaucoup. Monsieur Marcel Baguidi, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes directeur général du système ouest africain d'accréditation, C'est bien ça. en abrégé SOAC. C'est bien C'est la ça. seule fois où on dira SOAC, mais à chaque fois qu'on va en parler, on dira système ouest africain d'accréditation. Donc vous êtes le directeur général et vous êtes également le représentant résident en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci d'être là. Monsieur Marius Komoué, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes notre célèbre président du Conseil national des organisations de consommateurs. C'est exact. Merci également à vous d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous le savez, comme à l'accoutumée dans cette émission, nous avons des éléments avec lesquels nous allons entamer donc ce débat. Alors, l'innovation transforme notre quotidien, ça c'est un fait. Alors, nouveaux médicaments, nouvelles technologies, nouveaux procédés industriels, nouveaux services. Mais chaque innovation soulève une question essentielle. Comment garantir la sécurité des populations tout en encourageant le progrès? C'est un reportage signé Seydou Ouattara. À l'ère de la transformation numérique, l'innovation est devenue un facteur essentiel de compétitivité. Toutefois, développer de nouvelles solutions sans prendre en compte la sécurité peut exposer des entreprises à des risques importants, notamment en matière de cyberattaques, de fuite de données ou d'interruption d'activité. Pour concilier innovation et sécurité, il est indispensable d'intégrer la gestion des risques dans la phase de conception des projets. Cela implique l'utilisation d'outils automatisés capables de détecter les vulnérabilités en temps réel, mais aussi la collaboration étroite entre les équipes techniques de sécurité et de conformité dès le lancement des initiatives. Les entreprises peuvent également créer des environnements, des tests isolés afin d'expérimenter de nouvelles technologies sans compromettre les systèmes critiques. Cette approche favorise l'innovation tout en limitant les impacts potentiels en cas de défaillance. Stimuler l'innovation sans sacrifier la sécurité s'inscrit même dans le fonctionnement des organismes d'évaluation de la conformité. Parlant d'innovation, c'est la création, c'est le développement de nouvelles données, de nouvelles méthodes. Dans le domaine agroalimentaire, c'est travailler les produits que nous avons sur notre territoire pour pouvoir donner de nouveaux produits qui sont censés donner une plus-value à tout ce que nous avons. Mais cette innovation-là s'accompagne obligatoirement de sécurité. C'est-à-dire quoi? Il ne suffit pas de créer, mais il faut créer de sorte à ce que ce soit adapté à l'humain. Et c'est dans ce cadre-là que les organismes d'évaluation de la conformité interviennent pour accompagner l'innovation.
La mise en place d'une gouvernance rigoureuse des données associées à des évaluations régulières des risques constitue un levier essentiel pour bâtir un environnement innovant, résilient et durable. Alors, comment stimuler l'innovation sans sacrifier la sécurité? Donc, c'est un peu le thème du reportage que nous venons de vous proposer de Seydou Ouattara. Quelles sont vos réactions à la chose, Monsieur le Directeur général de l'Industrie? Merci beaucoup. Comme cela a été indiqué dans le reportage, évidemment, l'innovation est facteur de compétitivité. L'innovation permet donc de renforcer la compétitivité, notamment des PME. Mais l'innovation peut effectivement renforcer, peut effectivement présenter des risques pour les consommateurs. Donc, il est important pour toutes les structures de l'infrastructure nationale de la qualité de s'assurer que chaque produit innovant, chaque produit qui est mis au point ne présente pas des risques pour les consommateurs. Et donc, à travers toutes les analyses, les évaluations qui seront faites, permettront effectivement de rassurer les populations que toute innovation, évidemment, ne devrait pas être source de risques pour les consommateurs. D'accord. Alors, madame, qu'est-ce que vous percevez à travers ce reportage? Alors, ce que je dirais, c'est que l'innovation, effectivement, permet d'apporter une plus-value à un produit ou un service qui existe. Mais dès la conception, il est important que l'évaluation de la conformité puisse agir. Dès la conception donc de l'innovation. Et je prends un exemple. Vous avez quelqu'un qui veut mettre un médicament contre le palu sur le marché. Avant de le mettre sur le marché, il doit d'abord s'assurer que le médicament va vraiment traiter le palu. Et en ce moment-là, va intervenir un organisme d'évaluation de la conformité, un laboratoire par exemple, qui va faire des analyses et s'assurer que le médicament donne le résultat escompté, d'une part, mais d'autre part aussi que le médicament n'entraîne pas d'autres problèmes de santé. Et c'est là où l'organisme d'évaluation de la conformité intervient. D'accord. Alors vous êtes pressé qu'on entame ce débat, mais moi je vous demandais juste de réagir à l'élément du reportage. Monsieur Baguetti, et vous, cet élément? Merci, Madame Touré. L'élément a bien montré l'importance de l'innovation pour essayer, comme l'a dit le directeur général de l'industrie, d'appuyer le développement des PME et des TPE. Mais de manière globale, on voit bien tout de suite, avant même d'entamer les autres questions, qu'il s'avère nécessaire que derrière, il y ait un dispositif qui accompagne cette innovation et qui permet de s'assurer qu'in fine, elle est sûre et saine pour le consommateur final. Très bien. Monsieur Marius Komoué, quel est votre sentiment? En tant que défenseur des droits et protecteur des intérêts des consommateurs, eh bien, nous ne sommes pas et nous ne pouvons en aucun cas être contre l'innovation ou la mise en œuvre de toute politique d'innovation dans une économie comme la nôtre. Seulement, bien au contraire, nous la soutenons, nous l'approuvons de tous nos voeux. Et comme l'a encore une fois souligné monsieur le directeur général de l'industrie, eh bien, toute politique d'innovation mal contrôlée, mal supervisée, mal mise en œuvre peut constituer justement des risques pour les consommateurs. Aujourd'hui, nous avons plusieurs, j'allais dire, services ou produits qui sont mis à la disposition du consommateur. On parle d'applications numériques, on parle de nouvelles technologies, on parle de médicaments innovants et tout ça. Mais si tous ces produits-là et services qui sont mis sur le marché ne font pas l'objet d'un véritable contrôle en termes même de mise en œuvre de la politique d'innovation pour renforcer les capacités des entreprises qui mettent sur le marché les 10 produits, eh bien, nous craignons fort pour la santé, pour ne pas dire la sécurité du consommateur. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que le 9 juin était donc la journée mondiale de l'accréditation avec pour thème retenu stimuler l'innovation, renforcer la confiance et promouvoir la durabilité. Et puis, c'est bien évidemment 3 notions au cœur de notre débat de ce soir. Alors, comment stimuler l'innovation sans sacrifier la sécurité? Alors, nous allons prendre des exemples simples, parce que l'objectif, c'est vraiment que le consommateur se retrouve et puis comprenne que cette émission lui est sincèrement dédiée. Parce que dans son quotidien, alors on vit avec tout cela au quotidien. Et donc, l'objectif ce soir, c'est d'être pas du tout technique, et puis que le consommateur comprenne
un peu la portée de cette émission. Alors, Monsieur le Directeur Général d'Industrie, par exemple, lorsqu'une nouvelle technologie de paiement, un nouveau carburant ou un nouveau matériau de construction apparaît, est-ce que c'est ce que l'on appelle l'innovation? L'innovation concerne à la fois un produit comme un service. Quel que soit le secteur d'activité donné, il y a de l'innovation un peu partout. Que ce soit dans l'agriculture, aujourd'hui nous parlons de l'agriculture intelligente, que ce soit dans la santé, on parle aujourd'hui des dispositifs médicaux connectés, que ce soit dans le numérique, on a tous les objets connectés aujourd'hui. Donc l'innovation est partout, que ce soit en termes de produits, en termes de services. Évidemment, ce qui fait l'innovation, c'est le but. L'innovation doit apporter un bien-être à la population. Et c'est ça, en réalité, ce qui fait le principe même de l'innovation. En quoi est-ce que le produit ou le service qui est mis au point permet justement d'apporter un certain confort, une certaine facilité, un certain bien-être aux populations? C'est cela, en réalité, l'innovation. L'innovation. Voilà. D'accord. Donc, on a bien compris qu'on est tous friands et on a tous intérêt même à découvrir pour notre confort et puis pour l'avenir des produits innovants. Maintenant, le fond du problème, c'est l'évaluation de la conformité. Madame, qu'est-ce que c'est? Je prends un cas concret, le cas de nouveaux produits alimentaires ou bien de nouveaux équipements médicaux destinés aux hôpitaux. Dites-nous tout. Alors, l'évaluation de la conformité, c'est donc ce qui va être fait pour donner un résultat ou pour donner confiance. Et l'évaluation de la conformité va se faire soit par des laboratoires, soit par des organismes de certification, soit par des organismes d'inspection. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir évaluer si le dispositif qui doit être mis en place pour donner confiance est bien établi. Donc, l'évaluation de la conformité va permettre de donner un résultat pour donner confiance. D'accord, donc ça, c'est l'étape suivante. On a trouvé le produit innovant. Maintenant, il faut évaluer et tout pour donner confiance. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Ça va encore plus loin. Alors, Monsieur Marcel Baguidi, alors où intervient concrètement l'accréditation dans ce parcours d'une innovation avant qu'elle n'arrive entre les mains du consommateur? Merci pour la question. Alors, Madame Kouassi vient d'aborder la question de l'évaluation de la conformité. Il faut aller encore plus loin pour s'assurer que ces contrôleurs ont la compétence pour le faire. Et la difficulté que nous avions jusqu'à présent, c'est que ce maillon était manquant dans la chaîne de contrôle dans nos États. Et aujourd'hui, nous avons ce dispositif d'accréditation qui est en place, qui est opérationnel et qui permet justement de s'assurer qu'un organisme d'évaluation de la conformité, donc un laboratoire, un organisme d'inspection, de certification, mais aussi de vérification, ce sont de nouveaux organismes mis en place, vont justement s'assurer que ce produit médical, ce médicament, ce lait dont vous avez parlé, ont été évalués par un organisme d'évaluation de la conformité qui lui-même doit démontrer sa compétence à travers un contrôle qui est fait par l'accréditeur. Donc ça veut dire que si je me gratte la tête et puis j'invente un portable de 17 puces, d'abord ce serait a priori un produit innovant. Ensuite, c'est un produit dont on doit vérifier la conformité par rapport au fait que on ne va pas aux normes et tout, aux ondes, tout ça. Ça, c'est une étape. Mais à ce stade-là, je ne dois pas pouvoir le vendre, en fait. Et ensuite, on va contrôler. Et après avoir contrôlé, on doit me délivrer une accréditation pour dire que c'est un produit safe sur le marché. C'est bien ça. En fait, ce que on va faire, c'est de contrôler le contrôleur. Oui. Parce que la question, c'est de savoir, est-ce que ce contrôleur a la capacité justement d'aller vérifier que votre innovation est conforme et elle ne pose pas de problème aux consommateurs. Et dans certains mécanismes, vous allez avoir ce certificat qui est délivré. Sauf que le contrôleur n'a pas été contrôlé. Et c'est ça un peu le chaînon manquant. Donc il est très possible qu'aujourd'hui j'ai fait mon téléphone, que je sois dans un environnement, qu'une structure l'ait contrôlé, l'ait évalué et me donne un certificat. Et je pense que c'est bon, je le mets sur le marché. Mais la question derrière qui se pose, c'est est-ce que, et ça peut-être je ne le sais pas en tant que concepteur,
Est-ce qu'on s'est assuré que celui qui a contrôlé mon produit, mon téléphone, par rapport à l'exemple, est-ce qu'on s'est assuré que cette structure est compétente? Et généralement, c'est le rôle justement de l'État de mettre en place ce dispositif de surveillance de marché qui va permettre de fermer la boucle. D'accord. Alors, M. Maurice Komoué, c'est un processus bien établi, mais du point de vue du consommateur, est-ce que l'innovation est perçue comme un progrès ou parfois comme une source d'inquiétude? Parce qu'on comprend bien que le processus est bien établi, mais est-ce qu'il est respecté? Est-ce que Soyez rassurés, ça ne fait pas peur? Toute politique d'innovation dans l'économie d'un pays, toute politique d'accréditation, de certification en vue d'atteindre la qualité d'un produit préoccupe à plus d'un titre n'importe laquelle des organisations de consommateurs à travers le monde et plus particulièrement dans des pays en voie de développement comme les nôtres. Cela dit, nous soutenons, comme je l'ai dit tantôt, toute initiative d'innovation. Nous soutenons toute initiative de progrès, parce qu'un pays, c'est aussi le progrès, et l'innovation constitue un maillon essentiel du progrès économique d'un pays. N'empêche que nous ne devrons pas accepter, et si nous nous en tenons aux propos tenus par M. le directeur général du système ouest-africain d'accréditation, non, c'est d'évaluation, c'est d'accréditation, c'est bien ça. Alors, on ne peut pas du tout, alors là, jamais accepter que le progrès en matière d'innovation, de certification, d'accréditation, comme le veulent nos gouvernants, se fasse, bien entendu, ou malheureusement au détriment de la santé, de la sécurité et même des droits du consommateur. Et donc, sur ces points, nous ne lésinons sur aucun moyen, nous ne lésinons sur aucune discussion, quelle qu'elle soit, pour ramener les choses à l'ordre. Et avec les pouvoirs publics, parce que ce que les uns et les autres ignorent, c'est qu'une organisation de consommateurs, tenons-le pour dit, n'est pas un adversaire des pouvoirs publics. Ce n'est pas une organisation politique qui envisage de prendre le destin ou le pouvoir d'État pour l'exercer. Nous portons les préoccupations du consommateur. Nous portons les peines, les mécontentements, les angoisses et les souffrances du consommateur. Mais il faut bien que nous les posions à une oreille qui nous écoute. Or, l'oreille vers laquelle nous tournons les préoccupations du consommateur, c'est les oreilles des pouvoirs publics et de leur démembrement. Donc, l'administration, l'État et ses démembrements. Et donc, si vous vous comportez en opposant, mais mieux vaut créer donc un parti politique et puis vous exercez donc votre opposition. Non, dans les questions d'innovation, sur les questions d'accréditation, sur les questions de certification des produits mis sur le marché de la consommation, eh bien, nous sommes au quotidien avec la Direction générale du commerce intérieur, mais surtout avec la Direction générale de l'industrie. Mais nous travaillons également avec les organismes certificateurs, comme par exemple celle que dirige Mme Olga Kwasi. Et nous travaillons également avec la SWAC. Donc, c'est des organismes qui nous associent eux-mêmes dans la sphère des décisions, dans la prise des décisions, pour écouter les préoccupations des consommateurs, pour entendre nos cris de cœur. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, pour être plus honnête, vous avez des sociétés qui mettent sur le marché du ciment. Vous comprenez? Du ciment, mais ou alors qui fabriquent du fer à béton, mais qui ne sont suivis par aucun organisme de certification, d'accréditation. Et pourtant, tout le temps, chaque année, nous entendons des écroulements d'immeubles. C'est dû justement à la mauvaise qualité du fer à béton. C'est dû à la mauvaise qualité du clinker, du ciment qui a été utilisé. Et donc, nous savons tous en Côte d'Ivoire que certains produits ont leurs normes rendues d'application obligatoire. Que fait donc le pouvoir public pour rassurer le consommateur lorsqu'il paye, par exemple, une bouteille de PET qui ne répond pas par la suite aux normes? Lorsqu'il paye un médicament qui lui crée plus de problèmes de santé que de problèmes que soulager son mal. Voilà donc des préoccupations que nous discutons régulièrement avec les pouvoirs publics. Et croyez-nous, nous n'y allons pas les mains mortes qui sont là. Voilà, nous n'allons pas aussi non plus pour tendre la main. Moi, je ne fais pas ça. Moi, quand je vais dans une administration, c'est pour véritablement porter le prix de cœur des organisations de consommateurs à travers les usagers des services publics. Raison pour laquelle on vous a invité sur notre plateau. Alors, monsieur le directeur général de l'industrie, alors dites-nous déjà quels sont les produits, les créneaux, les domaines concernés par l'accréditation dans la vie, dans le quotidien du consommateur. Ça, c'est pour commencer. Non, je l'ai dit tout à l'heure que, aussi bien pour l'innovation
que l'accréditation concerne tous les secteurs d'activité. En Côte d'Ivoire, pour reprendre un peu ce que M. Marius disait, vous avez un dispositif réglementaire qui rend obligatoire les normes de 16 familles de produits. Et donc, ces 16 familles de produits sont en réalité les produits de la vie quotidienne, que ce soit les fers à béton, les ciments, que ce soit les produits alimentaires, tous les produits sont concernés. Et il est évident que pour que ces produits soient mis sur le marché, il faut que les normes de ces produits soient certifiées par des organismes d'évaluation de la conformité que représente ici Madame. Et ça, évidemment, le gouvernement a mis en place un cadre réglementaire pour obliger tous les organismes d'évaluation de la conformité à se faire accréditer. Parce que c'est cela qui crée la confiance dans les certifications, les essais, les analyses qui sont réalisés par ces organismes-là. Alors donc, pour dire que l'accréditation concerne tous les produits, tous les services et tous les secteurs d'activité, que ce soit les secteurs de l'industrie, que ce soit de l'agriculture, du commerce, de la santé, tous les secteurs sont concernés. C'est la raison pour laquelle les 16 familles de produits dont les normes ont été rendues d'application obligatoire ramassent pratiquement tous ces secteurs qui sont en général les produits de première consommation que nous trouvons, de grande consommation que nous trouvons sur le marché. Alors, Mme Olga, si je rappelle, vous êtes présidente de l'Association ivoirienne des organismes d'évaluation de la conformité. Alors, tous les secteurs sont concernés. Donc, ça veut dire qu'au quotidien, pour le consommateur, tout ce dont il a besoin au quotidien, c'est concerné. Que ce soit du textile, que ce soit des produits pour l'alimentation, que ce soit par exemple un véhicule, que ce soit aller prendre de l'essence, tous les secteurs sont concernés. Mais j'ai presque envie de vous dire, est-ce que c'est possible que vous puissiez contrôler tout? Ça, c'est ma première question. Alors, non seulement c'est possible, mais c'est obligatoire. Et le DG de l'industrie l'a dit tout à l'heure, l'accréditation est obligatoire pour tous les organismes d'évaluation de la conformité. Et sur tous les secteurs, c'est vrai, il y a 16 familles de produits qui sont rendus d'application obligatoire par des normes, mais en fait, tout ce qui est évalué pour donner confiance doit se faire par l'accréditation. Et la réglementation est en place et l'exige. C'est possible de le faire et c'est un devoir parce que l'évaluation de la conformité, on l'a dit, touche tous les secteurs, mais touche également des secteurs sur lesquels la défaillance peut être très grave, peut entraîner la mort d'hommes et peut entraîner des conséquences graves même sur l'économie. Et vraiment, tous les secteurs sont concernés. On pourra donner des exemples au cours de ce débat pour dire que partout où un rapport d'analyse est fait, où une certification est donnée, cela doit se faire à travers un organisme qui doit se faire accréditer. Qui doit se faire accréditer. Qui doit se faire. Je vais vous prendre des exemples concrets. Je parle de la viande, par exemple. OK. Tout le monde, enfin, a priori, tout le monde consomme de la viande ou des produits dérivés. Mais comment, pour le consommateur, savoir que cette viande qu'il achète au supermarché ou qu'il achète au marché, comment savoir que cette viande a été contrôlée? Je vous prends l'exemple de la station d'essence. Dès qu'on gare, on nous dit regardez, compteur à zéro. Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne nous met pas de l'air en disant regardez, qu'est-ce qu'on regarde finalement? Alors comment savoir la qualité de l'essence? Et puis comment savoir que quand on achète pour 12 000 francs CFA d'essence, c'est vraiment 12 000 francs en fonction du litre en vigueur? Je vous prends un autre exemple, le bilan sanguin. Alors, madame, ça va pas, vous avez un malus sévère. Bon, est-ce qu'il ne se trompe pas? Comment savoir? Et puis, est-ce que vous pouvez tout contrôler? Alors, où est-ce qu'on va faire les bilans sanguins? Est-ce qu'ils sont accrédités quand ils ne le sont pas? Est-ce qu'on prend des risques? Et puis, dernier exemple, l'eau de Javel. Je vois 12 degrés, 14 degrés, 15 degrés, ça crée des allergies, ça n'en crée pas. Comment est-ce que je peux savoir que ce qui est dedans, là, c'est vraiment 12 degrés? Voilà, est-ce que vous arrivez à pouvoir contrôler tout ça au quotidien? Ça, ce n'est que 4 exemples parmi des exemples à l'infini, en fait. Comment pouvez-vous nous dire que ça peut être contrôlé? Alors, donc on commence par la viande.
La viande est normalement, et c'est ce qui se fait ici en Côte d'Ivoire, est contrôlée depuis l'abattoir par des services vétérinaires qui assurent que la viande qui doit venir sur les marchés respecte les normes sanitaires. Oui. Mais cette organisation qui le fait, c'est une inspection qu'elle fait. Cette inspection doit se faire à travers une accréditation, c'est-à-dire cet organisme d'inspection qui va aller évaluer la viande et marquer par un tampon alimentaire que la viande est saine et délivrer un certificat de conformité sanitaire, il doit se faire accréditer. Puisque l'accréditation permet de démontrer que l'évaluation est fiable et qu'il a mis en place tout le dispositif selon les normes internationales pour garantir un résultat fiable. Donc les contrôles sont faits. Mais sauf que parfois, ce qui peut manquer, c'est le fait que l'organe qui fait le contrôle n'a pas poussé jusqu'à avoir l'accréditation, qui est essentielle et qui est obligatoire. Nous prenons donc ensuite le cas de l'essence. Donc, il y a un volume qui s'affiche. Alors, donc, c'est un instrument qui donne un résultat, qui dit que vous avez pompé 20 litres d'essence. Cet instrument qui donne le résultat doit être étalonné. Et nous avons des organismes donc d'évaluation de la conformité, comme des laboratoires, comme le laboratoire national de métrologie, qui a la vocation et la compétence pour évaluer et étalonner ces instruments. Et donc, ce même laboratoire également doit se faire accréditer sur ces mesures. Donc, on prend également le cas des analyses médicales. Vous allez chez le médecin, vous faites une prise de sang. On vous fait donc une analyse de sang ou une analyse d'urine sur laquelle le médecin va se baser pour faire son diagnostic. Mais ce résultat d'analyse qui est fourni, il faut qu'il soit fiable. S'il n'est pas fiable, le médecin donne un mauvais diagnostic. Mais le laboratoire qui réalise cette analyse, s'il n'est pas accrédité, il ne démontre pas qu'il a lui-même été contrôlé par un tiers indépendant, qui est le SWAC, ici au sein de l'UMOA, pour attester qu'il est compétent pour faire cette analyse de sang. Et donc, quand le laboratoire ne démontre pas cette compétence, ça peut mettre en danger la santé du patient, parce qu'on va lui faire un traitement qui est peut-être différent du mal qu'il a. Alors, M. Marcel Baguidi, alors les critères d'évaluation, est-ce que ces critères évoluent au même rythme que les innovations? Parce que ça également, c'est un autre problème. Tout à fait. Tout à fait. Je dirais qu'ils évoluent ensemble parce que, comme ça a été rappelé, lorsqu'on parle d'innovation, il faut déjà que le produit puisse être contrôlé. Et pour être contrôlé, il faut des normes. C'est-à-dire qu'avec la surveillance du marché dont on a parlé tantôt, vous ne pouvez pas mettre un nouveau produit sur le marché si vous ne vous êtes pas assuré d'abord qu'il respecte certaines normes. Ça veut dire d'une certaine façon que votre innovation, votre nouveau produit va être bloqué si vous avez l'impression d'avoir fait la découverte du siècle, sauf que derrière, il y a des contrôles, des organismes d'évaluation de la conformité qui doivent se baser sur des normes qui sont internationales, nationales ou régionales. Et ce sont ces normes-là qui vont permettre de valider votre innovation. Oui. Donc, si on suit un circuit normal, cette innovation, vous ne pouvez pas rester en vase clos, isolé et dire « j'ai une innovation, je la mets sur le marché ». Pour qu'elle soit acceptée par l'État, il faut nécessairement mobiliser ces organismes d'évaluation de la conformité qui, eux, vont démontrer leurs compétences par l'accréditation. Donc, pour répondre simplement à votre question, les deux doivent aller ensemble. Sinon, l'innovation, ça sera votre innovation, mais ce n'est pas l'innovation reconnue par l'État. D'accord. Alors, M. Marius Komoué, qu'est-ce que le consommateur dit? Est-ce que le consommateur n'est pas inquiet par rapport à la multitude de produits sur le marché, par rapport au fait que toutes les structures ne vont pas jusqu'à l'accréditation? Qu'est-ce qui vous remonte comme information? Moi, de toutes les façons, on le sait tous, le contexte actuel dénote que les consommateurs doutent de plus en plus de la qualité de certains produits qui sont mis sur le marché de la consommation, de la fiabilité de certains services. Madame Kwasi Olga le disait tantôt, vous allez dans un laboratoire d'analyse
qui n'est pas certifié, qui n'est pas accrédité. Mais c'est un danger. C'est un danger. Et comment le consommateur doit identifier, par exemple, les organismes qui sont véritablement accrédités et aller de plus en plus vers ces organismes pour ces soins, pour l'achat de ces produits. Il faut de plus en plus que nos parents, nos frères, nos sœurs, les usagers des services publics prennent conscience de la nécessité de lire un tant soit peu l'emballage des produits qu'ils payent. Sur l'emballage, vous avez toutes les informations concernant justement d'abord la qualité du produit, mais surtout si le produit ou alors l'organisme ou l'entreprise qui a mis sur le marché le produit ou le service est certifié ou accrédité. Il n'y a qu'à regarder sur l'emballage. Qui parmi nous, lorsqu'il paye dans une boutique, ne serait-ce qu'une bouteille de soda, prend la peine de regarder la date de fabrication et la date de péremption. Ça devrait être un réflexe pour chaque consommateur. De plus en plus, nous devrons même éduquer nos parents qui ne savent pas lire et écrire, de faire contrôler ça par un des leurs qui sait lire et écrire. C'est tellement important pour leur santé. Des bouteilles d'huile qui sont vendues dans des bidons, par un individu dont on ne connaît ni date, on ne sait d'où il vient, on ne sait oui, du tout. Il pousse un autre, ce qu'on appelle c'est des véhicules conçus en bois, avec deux pneus quelque part, il les pousse de toute la journée et dans ces autos-là, il détient beaucoup des litres de bidons d'huile qu'il vend de cours en cours. Mais c'est inacceptable de payer de telles bouteilles. C'est comme il est inacceptable pour tout citoyen de payer, par exemple, un sachet d'eau fait, par exemple, à la main, dans une arrière-cour. Vous ne connaissez même pas l'ustensile qui a servi à attacher ce sachet d'eau frigolé. Vous ne savez même pas encore quelles sont les mains qui ont manipulé le produit jusqu'à ce que vous le consommez. C'est un danger que vous payez. Et donc, même la nourriture vendue sur la voie publique, c'est un danger pour le consommateur. Maintenant, on ne va pas pour payer la maladie en consommant tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'on n'a pas les moyens. Mais quand on n'a pas les moyens, il faut s'éviter de se chercher des maladies. D'accord. Alors, le QR code est à disposition, il est affiché, bien évidemment, et vous pouvez interagir avec nos différents invités. Donc, on vous invite à poser des questions. Nous allons évoluer dans notre émission. Alors, comment renforcer la confiance dans un monde de défiance, en fait? C'est ça auquel nous arrivons dans nos échanges. Comment renforcer la confiance dans un monde de défiance? Alors, aujourd'hui, les consommateurs sont exposés à une multitude d'informations, de labels, d'avis et parfois de fausses informations. Alors, dans ce contexte, la confiance devient un enjeu majeur, aussi bien pour les entreprises que pour les institutions chargées du contrôle de la qualité. Je vous propose un reportage signé David Soyo. Scandale sanitaire, contrefaçon, infrastructure qui vacille, le constat est là. Le doute n'est plus qu'une option. Il est devenu notre mode de fonctionnement par défaut. Comment inverser la tendance? La réponse tient en 3 piliers selon certains observateurs. La transparence absolue, la preuve technologique et le retour de l'humain. D'abord, dans nos assiettes. Pour le secteur alimentaire, le marketing de la promesse est mort. Les consommateurs ne veulent plus qu'on leur dise que c'est bon. Ils veulent le vérifier. La solution passe par une traçabilité totale. Grâce à la technologie blockchain, par exemple, flasher un simple QR code permet aujourd'hui de suivre le produit du champ jusqu'au supermarché. Savoir qui a semé, qui a récolté. La transparence est le nouveau gage de qualité. Ensuite, du côté de la santé. Dans le secteur pharmaceutique, la défiance est particulièrement féroce. Ici, le remède s'appelle la pédagogie et l'indépendance. Il faut ouvrir les laboratoires, vulgariser la science et surtout garantir une séparation hermétique entre les experts qui évaluent et les industries qui vendent. Enfin, au niveau des infrastructures, routes, ponts, bâtiments, dans ce domaine, la confiance repose sur la responsabilité et la maintenance prédictive. Intégrer des capteurs intelligents pour surveiller l'usure des ponts en temps réel, certifier les matériaux et accepter des audits tiers indépendants.
Un boulot colossal qui est normalement assuré par l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. En Côte d'Ivoire, sa représentation est sur le terrain, mais force est de constater que le travail abattu est méconnu des Ivoiriens et la confiance vis-à-vis des produits et services est loin d'être un acquis. Monsieur Emmanuel Travi, président du comité ivoirien de normalisation, puis directeur général de l'industrie. Alors, comment renforcer la confiance dans un monde de défiance? La question que l'on souhaitait vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des organismes non accrédités qui se permettent de délivrer des documents qui pourraient éventuellement rassurer le consommateur? Alors, pourquoi il existe des organismes qui le font? Je voudrais rappeler que, et je l'ai dit, il y a un dispositif réglementaire qui est assez précis, qui est assez solide d'ailleurs, et qui fait obligation à tout organisme d'évaluation de la conformité, d'abord, d'avoir une autorisation du ministère technique du secteur dans lequel il intervient. C'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est que tout organisme d'évaluation de la conformité doit se faire accréditer. Évidemment, les textes de loi sont pris. La loi de 2013 ? La loi de 2013 et les décrets d'application de cette loi de 2013, notamment le décret 461 du 6 août 2014, qui fait obligation à tous ces organismes donc, de se faire accréditer. Évidemment, les textes sont pris et les services de l'État s'assurent au quotidien sur le terrain que toutes les structures qui interviennent justement dans la chaîne de confiance, je vais appeler ça comme ça, la chaîne de confiance, puisque tous les produits qui sont donc qui bénéficient des certificats à travers des organismes d'évaluation de la conformité, qui sont eux-mêmes accrédités, créent la confiance en réalité. Évidemment, nous travaillons à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'organisme qui délivrent des certificats et qui ne soient pas eux-mêmes soit autorisés, soit accrédités. Et chaque année, pratiquement, nous délivrons des autorisations donc, aux organismes d'évaluation de la conformité et nous sensibilisons, ce qui est extrêmement important, toutes ces structures à comprendre la nécessité pour eux-mêmes, pour la crédibilité des résultats qu'ils délivrent, qu'il est important non seulement de se faire autoriser, mais également de se faire accréditer. Voilà. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Il y a un dispositif qui existe et nous sensibilisons, mais nous contrôlons également les structures, faisant en sorte que des résultats qui soient délivrés par des structures qui ne soient pas ni autorisées ni accréditées ne fassent pas foi. C'est extrêmement important pour nous. D'accord. Alors, je vous pose une question de Madame Tout-le-Monde. Alors, si ce processus est mis sur pied pour garantir la sécurité du consommateur, pourquoi est-ce que ces produits ne sont peut-être pas retirés du marché dès l'instant où elles ne peuvent pas démontrer qu'il y a une accréditation? Alors, je rappelle que chaque jour, il y a des contrôles qui sont faits, que ce soit au sein des entreprises que dans les commerces. Et chaque fois que des besoins, des produits qui sont identifiés comme non conformes sont retirés des circuits. Que ce soit à travers les services du ministère du Commerce et que ce soit à travers, pour ce qui concerne les produits, par exemple, de contrefaçon, à travers le Comité national de lutte contre la contrefaçon, il y a des actions qui sont menées après les sensibilisations pour retirer tous les produits, évidemment, qui ne respectent pas la qualité. C'est la raison pour laquelle nous disons que tous les maillons de la chaîne sont importants. Depuis les évaluations, depuis la certification, les essais, et bien évidemment, depuis l'accréditation et la normalisation, tous les maillons de la chaîne doivent être respectés et nous assurons que, à travers nos services qui sont sur le terrain, chacun joue sa partition, chacun joue son rôle. C'est la voix de l'État. Madame Olga Kwasi, concrètement, comment une structure peut-elle démontrer qu'elle mérite la confiance du public? Alors, je rebondis également sur ce que vient de dire le président du CIN, qui est tout à fait juste, pour dire qu'effectivement, il y a des efforts qui sont faits par les autorités et également les ministères qui délivrent des arrêtés pour autoriser les organismes d'évaluation de la conformité. Mais il est important également de parler de certains acteurs qui sont tout aussi importants dans la chaîne. C'est vrai que l'État fait sa part, mais vous avez par exemple des distributeurs qui mettent des produits sur le marché. Ils ont la responsabilité eux-mêmes de s'assurer que le produit qu'ils mettent
sur le marché est lui-même conforme aux normes. Donc, ils doivent exiger des certificats de conformité. Et ces certificats de conformité, ils doivent savoir que ces certificats de conformité doivent provenir d'organismes accrédités. Donc, il y a différents acteurs dans la chaîne qui doivent eux-mêmes jouer leur rôle pour donner confiance. Le consommateur ne va jamais aller dans un supermarché et demander le certificat sanitaire d'un produit. Mais c'est le distributeur, soit le supermarché, ou soit la grande distribution ou la petite distribution, qui met un produit à l'attention du consommateur, qui doit exiger que les analyses aient été faites, qu'elles soient déclarées conformes et qu'elles aient été réalisées par un organisme de la conformité comme un laboratoire qui lui-même est accrédité et qui donne des résultats fiables. Donc c'est comme ça que la chaîne de confiance peut se développer et ne pas forcément toujours attendre que ce soit les pouvoirs publics ou les contrôles inopinés qui soient faits. Il faut avoir conscience que chaque maillon de la chaîne a sa responsabilité. C'est valable pour les donneurs d'ordre. D'accord, très bien. Voilà. Monsieur Marius, alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les craintes du consommateur? Parce qu'effectivement, comme elle a dit, ils ne vont pas aller jusqu'à demander des documents phytosanitaires pour certains produits. Les craintes sont nombreuses. C'est pour ça d'ailleurs que le consommateur n'ayant pas la capacité, elle l'a si bien dit, de pouvoir exiger, par exemple, à un grossiste, à un distributeur ou à un fabricant de lui sortir la conformité ou alors le certificat de conformité ou d'analyse d'un produit ou d'un tel autre, fait confiance donc aux structures étatiques. L'État est le garant il est le premier garant de la santé du consommateur face aux produits et services qui inondent le marché de la consommation. Le consommateur ne regarde personne d'autre que les instruments que l'État met en place pour garantir sa santé et pour garantir sa sécurité. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles les organisations de consommateurs ne lésinent sur aucun moyen pour prendre part aux travaux régulièrement convoqués par l'organisme national en charge donc de certifier et d'assurer la conformité des produits qui n'est autre que Codinorm. C'est vrai que la direction générale de Codinorm n'est pas sur le plateau, mais monsieur le directeur général de l'industrie ne m'en voudrait pas de l'évoquer dans la mesure où c'est une structure sous la tutelle et qui fait un travail colossal, qui nécessite de gros moyens. Nous participons aux travaux. Mais c'est une structure qui n'a pas les moyens de coercition, qui n'a pas les moyens de répression. L'État, qui a ses moyens de répression à travers la direction générale de l'industrie, devrait pouvoir de plus en plus taper du poing sur la table en fermant boutique face à des opérateurs véreux qui, à la course du gain facile, perdent de vue ou mettent en danger la vie des populations. Et souvent même, il faut aller plus loin pour décourager tous ceux qui veulent emprunter cette voie en emprisonnant, bien entendu, ou en la mettant devant les juridictions compétentes, tous ceux qui violent allègrement et sans vergogne nos dispositions légales en matière de mise en œuvre de la politique, de notre politique de certification, d'accréditation et de conformité. Alors, Monsieur Marcel Ouaguidi, je rappelle, vous êtes le directeur général du système ouest africain d'accréditation. Alors, quel rôle joue précisément l'accréditation dans la construction de cette confiance que l'on recherche avec le consommateur? Et puis, est-ce que toutes ces structures accréditées méritent de l'être? Merci pour la question. Cette confiance, nécessairement, c'est plusieurs maillons. On a parlé des normes, des organismes d'évaluation de la conformité. Et l'accréditation vient bien sûr s'assurer que les organismes d'évaluation de la conformité ont la compétence pour contrôler les divers produits. Mais la question qu'on n'a pas posée aussi, c'est de savoir qui nous contrôle, nous aussi, puisque c'est une chaîne. Et il est important de savoir qu'un organisme d'accréditation aujourd'hui doit se faire contrôler. Et à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs, parce qu'on est au sommet de la chaîne. Et au niveau africain, cette évaluation par les pairs est gérée par ce qu'on appelle la coopération africaine d'accréditation. Et lorsque les pairs reconnaissent qu'entre nous,
nous avons la compétence nécessaire pour faire le travail, il reste encore le marché international, puisqu'on parle de confiance. Et là, on va à un niveau encore plus élevé, qui est ce qu'on appelle la coopération internationale d'accréditation. Et vous l'avez rappelé, c'est la Journée mondiale de l'accréditation qui a été célébrée le 9 juin dernier. Et aujourd'hui, nous avons une seule fêtière mondiale qu'on appelle Global AEC, qui est la coopération globale d'accréditation, où toutes les fêtières mondiales, africaines, européennes, se retrouvent pour justement discuter et établir les bases de la confiance. Donc vous voyez qu'on part du consommateur. Ce consommateur est confronté à des produits. Ces produits eux-mêmes sont évalués par des organismes d'évaluation de la conformité. Ces organismes d'évaluation sont accrédités par des accréditeurs. Ces accréditeurs se font évaluer entre eux sur leur continent. Et derrière tout ça, il y a encore des coopérations internationales. C'est pour assurer, monsieur Komoé, que le dispositif est là et c'est une crainte planétaire, mondiale, qui fait qu'il y a tout ce dispositif caché pour qu'à la fin, quand j'utilise le produit, il puisse être jugé conforme. Et c'est ce qui garantit un peu cette chaîne de confiance. D'accord. Je rappelle que, n'empêche que sur le marché national, il nous est dit qu'il y a plus de 4000 produits contrefaits qui pullulent notre marché de consommation. Voilà. Et c'est un danger. Et il faut bien c'est vrai qu'il y a les circuits normaux où transitent justement la plupart de certains produits et qui sont bel et bien contrôlés par les pouvoirs publics. Mais au-delà de cet aspect des choses, on a également des circuits transversaux, des circuits avec des frontières poreuses, des voies détournées par des individus aux intentions mal fondées qui font passer justement un certain nombre de produits. Ça peut être des appareils électroménagers, ça peut être des tissus, ça peut être des jouets d'enfants, mais tout y passe. Il a bien dit, le DG de l'industrie, que tous les produits sont concernés. Le plus grave, c'est les jus de fruits qui aujourd'hui sont vendus même dans nos boutiques et donc à proximité de nos domiciles. Donc il faut qu'un regard prépondérant, pour ne pas dire un regard important, soit jeté par les pouvoirs publics, par les organismes certificateurs, mais surtout par les organismes, les structures étatiques en charge de réprimer tous ces dérives-là pour que le marché de la consommation soit assaini et protège la santé des consommateurs. Alors, nous avons des consommateurs donc, qui nous font l'amitié d'échanger avec nous. Mais juste avant, je reviens sur ma question. Quand je vous demandais, est-ce que toutes les structures accréditées méritent de l'être, dans le sens où vous avez répondu partiellement en disant que les contrôleurs sont contrôlés. Donc, qui contrôle donc ces structures-là? Parce que ma question, c'est à peu près ce que vous êtes en train de dire. Parce que tout le monde, enfin, toutes les structures peuvent ne pas mériter de l'être, ou bien c'est forcément mérité parce que c'est contrôlé par qui? Tout à fait. Justement, notre rôle lorsqu'on fait l'évaluation de la conformité, c'est par rapport à des normes. Si vous ne les respectez pas, vous ne serez pas accrédité. Et ce qui est très important de savoir aussi, c'est que ce n'est pas une attestation à vie. Ils sont évalués chaque année. Et l'attestation d'accréditation a aujourd'hui une durée de 4 ans pour ce qui est du système ouest-africain d'accréditation. Mais chaque année, nous refaisons le contrôle. Et s'il s'avère que vous ne respectez pas les normes, vous êtes suspendu, vous avez un délai pour corriger les écarts. Et si vous n'y arrivez pas, on va faire ce qu'on appelle le retrait de l'accréditation. Et de la même manière que nous l'appliquons aux organismes d'évaluation de la conformité, nous aussi, dans l'évaluation des pairs, nous sommes évalués aussi tous les 4 ans. S'il se trouve qu'on se rend compte, ils viennent nous assister et regarder comment on fait les évaluations. Si les pairs voient une défaillance dans le système, ils vont nous retirer la reconnaissance, ce qui fera qu'un produit ivoirien réputé conforme grâce à des organismes d'évaluation de la conformité, qui aurait dû partir à l'étranger grâce à nos attestations, peut se retrouver bloqué parce que nous n'avons pas fait ce que nous avons à faire. Donc il y a une responsabilité de tous les acteurs de la chaîne pour qu'à la fin, il y ait ce dispositif de confiance. Donc ce n'est pas mérité ou, je vais dire, acquis. C'est un travail de tous les jours pour pouvoir maintenir cette reconnaissance obtenue. D'accord. Alors, M. Emmanuel Ungo, il nous dit comment s'assurer qu'un organisme accréditeur ne devient pas complice et délivre des certificats de complaisance. Alors, ensuite, donc, vous allez choisir. Alors, j'aimerais savoir, si, Elena, elle est ici en Côte d'Ivoire, j'aimerais savoir si 1000 produits
et constructions chinoises qui remplissent le marché sont aussi contrôlées et sont conformes aux normes ivoiriennes. Ensuite, M. Kofi, quelle est la place de Codinorm dans le processus d'accréditation? Est-il possible d'avoir la liste des structures accréditées pour l'année 2026? Et puis, Talna, alors, quels sont les secteurs d'activité qui sont concernés par l'accréditation? Quelle est la périodicité de renouvellement de l'accréditation? Existe-t-il une base de données des organismes accrédités accessible aux consommateurs? Alors, comment s'assurer qu'un organisme accréditeur ne devient pas complice et des certificats de complaisance? On en a parlé un peu. On en a parlé tout à fait. On va lui répondre succinctement, Emmanuel Ungo. Voilà, merci pour la question, madame. Éviter cela, c'est justement d'abord de s'assurer que la structure est à but non lucratif. Et c'est un peu ce qui fait la difficulté des fonctionnements des organismes d'accréditation. Nous ne sommes pas censés faire de la marge ni du bénéfice. Alors, les tarifs d'accréditation sont ouverts au public, sont transparents, sont sur le site du SOAC et de tous les organismes d'accréditation, ce qui fait que c'est la même politique qui est appliquée partout. C'est un moyen pour réduire le risque lié au fait que quelqu'un vient me voir et me dit « je vais vous donner telle somme » et donc nous, on lui délivre un service parce qu'il aura donné plus ou un peu moins. Non, il faudrait que ce service soit le même et la même qualité, quel que soit l'organisme d'évaluation de la conformité qui est évalué. Et vous allez voir que les services sont transparents, les tarifs sont transparents et sont mis sur le site. Et c'est pour ça qu'il y a une forte contribution de l'État, parce que c'est un outil de l'État et c'est un service public. Je pense que pour les autres questions... Enfin, oui. Alors, Elena, 1000 produits de construction chinoises qui remplissent le marché. Est-ce que c'est conforme aux normes ivoiriennes? Vous êtes directeur général de l'industrie. Oui, puisque je voudrais indiquer que le dispositif de contrôle de la qualité, il est à la fois en interne qu'à l'extérieur. Tous les produits qui entrent sur le territoire national sont contrôlés à l'embarquement, ce qu'on appelle le système de VOC. Contrôler la conformité avant embarquement. Donc avant que les produits ne rentrent sur le territoire, nous assurons à travers ce dispositif, à travers des laboratoires qui sont dans les pays d'importation, que effectivement la qualité ou que ces produits sont conformes aux normes. Ça, c'est au niveau extérieur. Mais pour ce qui est au niveau national, je crois, M. Komwe l'a évoqué, on a une structure ici qu'on appelle Codinorm qui fait un travail effectivement formidable. Le dispositif qui est mis en place veut que pour tout ce qui est produit dans les normes, je rappelle que les normes sont d'application volontaire, mais le gouvernement... Pour certaines. Bien sûr, pour certaines. Mais le gouvernement, justement, pour protéger les consommateurs, donc les populations, c'est ce que j'ai indiqué tantôt, a rendu les normes de 16 familles de produits obligatoires. Et donc, pour ces produits, justement, aucun produit ne peut être mis sur le marché s'il ne bénéficie soit d'une attestation, soit d'un certificat de conformité délivré par l'organisme national Codinorm. Et de sorte que par derrière, les services de l'État, que ce soit les services du commerce, de la direction générale de l'industrie, sont régulièrement sur le terrain pour s'assurer que chaque produit ou chaque lot de produits qui est mis sur le marché dispose ou bénéficie d'une attestation, auquel cas vous tombez sous le coup de la loi et vous êtes sanctionné. Donc je voudrais vraiment rassurer que la Côte d'Ivoire est certainement l'un des pays dans la sous-région en matière d'infrastructure de qualité qui est quand même bien logé. D'ailleurs, le DG de SOAC pourrait nous le dire. Nous sommes le pays qui a le... Du SOAC, je dirais. Le système ouest africain d'accréditation. Voilà. Le DG pourrait nous le dire. La Côte d'Ivoire, justement, est le champion d'ailleurs des structures accréditées. On a le plus grand nombre de structures accréditées au système ouest africain d'accréditation. Donc, pour montrer que, effectivement, nous sommes très engagés, le pays est très engagé, il y a un dispositif réglementaire qui existe. Et chaque jour, il y a des services techniques qui sont sur le terrain, les services d'inspection, aussi bien dans les entreprises que dans le commerce, pour s'assurer que, évidemment, on ne peut pas, on va dire, annuler toute la fraude, je veux dire, la non-qualité aussi, comme, voilà. Mais, magique. Voilà. Mais c'est à la fois la sensibilisation, mais aussi des contrôles renforcés, voilà, que nous faisons au quotidien. Alors, on a les deux dernières questions qui se ressemblent un peu. On nous parle de la liste des structures accréditées. Donc, je vous demande... Non, mais ça est sur les sites. Et il y a eu même, à l'occasion de la journée mondiale de l'accréditation, le comité ivoirien de normalisation et le système ouest africain d'accréditation a publié la liste des organismes d'évaluation de la conformité
accrédités conformément à la loi. Mais où est-ce qu'on trouve cette liste-là? Cette liste a été publiée dans le journal Fraternité Matin, mais elle est disponible également sur le site du SOAC. C'est-à-dire en allant sur le site du SOAC, qui est l'organe d'accréditation reconnu par la loi ivoirienne, en allant sur le site du SOAC, vous avez la liste de tous les organismes d'évaluation de la conformité accrédités par secteur, sur quelle portée ils sont accrédités, et donc le consommateur ou le public a accès librement à cette liste sur le site. De même, au niveau national, ils n'ont qu'à, les téléspectateurs, pour ne pas dire les usagers qui se sont intéressés pour vérifier la liste de toutes les entreprises nationales accréditées ou qui se font régulièrement certifier, n'ont qu'à aller sur le site de Codinorm également, pour la partie locale. Voilà qui est parfait. Alors, comment promouvoir la durabilité? C'est à ce stade de nos échanges que nous sommes. Alors, aujourd'hui, les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la protection de l'environnement, à la qualité des produits qu'ils consomment et à la préservation des ressources pour les générations futures. Alors, dans ce contexte, les questions de durabilité occupent une place grandissante dans les politiques publiques, comme dans les stratégies des entreprises. C'est un reportage signé Seydou Ouattara. Le développement durable commence par des gestes simples. Privilégier des produits reconditionnés, réparer au lieu de jeter et donner une seconde vie afin de réduire les déchets. Réduire son empreinte carbone est également essentiel. Utiliser le transport en commun, le vélo ou le convoiturage permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Consommer local et de saison constitue aussi une démarche efficace. En soutenant les producteurs locaux, les consommateurs favorisent l'économie de proximité tout en réduisant l'impact environnemental du transport des marchandises. La durabilité, pour faire simple, c'est la capacité d'une structure, un système, une entité à pouvoir perdurer dans le temps. En d'autres termes, c'est une organisation qui consomme des ressources dont elle dépend, mais qui s'assure de ne pas les épuiser. Dans notre domaine, la durabilité s'inscrit dans l'organisation de sorte à pouvoir stimuler tout ce qui est comme organisation, tout ce qui est comme dispositif, à pouvoir assurer la réglementation. Dans les entreprises, la durabilité passe par des politiques environnementales concrètes, la sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes et une gestion responsable des ressources. Les organisations peuvent également réduire leur impact en optimisant les consommations d'énergie et en privilégiant des emballages recyclables. La politique environnementale, dans le cadre de la durabilité, crée un cadre. Parce que la durabilité, on peut reposer la durabilité sur 3 piliers. Je dirais les dispositions environnementales, la réglementation et normes, mais aussi la viabilité économique. Donc, la politique environnementale vient faire comme un cadre dans lequel la viabilité économique et le respect des normes s'épanouissent. Voilà. Seule la politique environnementale ne peut pas suffire. Voilà. Il faut ajouter les 2 autres piliers. La transparence reste enfin indispensable. Les entreprises doivent communiquer sincèrement sur leur engagement afin d'éviter le mensonge commercial. Promouvoir la durabilité, c'est concilier performance économique, protection de l'environnement et progrès social pour construire un avenir durable. De retour en studio, M. Emmanuel Trabi, président du comité ivoirien de normalisation. Alors, lorsque l'on parle de durabilité, est-ce que l'on évoque par exemple donc, la protection de l'environnement, la gestion de l'eau ou encore la réduction des déchets? Mais est-ce qu'on est aujourd'hui à cette maturité? Est-ce que les problèmes en amont ont été réglés sur, par exemple, la salubrité, par exemple? Est-ce qu'on est au stade de parler environnement? Évidemment, les questions de durabilité restent une quête pour toute l'économie et toutes les politiques qui sont donc menées, toutes les lois qui sont prises, les textes qui sont pris justement visent à faire en sorte qu'on ait une économie qui soit à la fois prospère, compétitive, mais en même temps qui puisse garantir que l'impact des activités économiques ne puisse pas mettre à mal aussi bien notre écosystème que l'environnement.
Évidemment, comme tous les pays, la Côte d'Ivoire fait énormément d'efforts pour promouvoir les politiques de durabilité. Pour ce qui est, par exemple, du secteur de l'industrie, le gouvernement a pratiquement imposé aujourd'hui les questions de responsabilité sociétale des entreprises. Vous ne pouvez pas aujourd'hui réaliser un projet industriel en Côte d'Ivoire si vous n'avez pas au préalable réalisé ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social. C'est extrêmement important et c'est même obligatoire puisque c'est une loi. Et donc pour dire que nous faisons la promotion donc, de la durabilité dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les secteurs qui ont un fort impact sur l'environnement, comme les secteurs même des services, qui souvent on a l'impression qu'ils ne sont pas concernés, mais tous les secteurs sont concernés aujourd'hui. Et donc on a une politique, nous venons d'écouter l'élément au niveau du ministère de l'Environnement. On a un code de l'environnement qui promet justement toutes les règles liées donc, au respect de l'environnement. Nous-mêmes au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, on a toutes les questions de promotion du contenu local et nous faisons en sorte que les entreprises puissent s'engager dans des processus de durabilité, que ce soit en termes de réduction des déchets, en termes de consommation et d'efficacité énergétique, en termes d'impact en tout cas sur l'environnement, même en termes de création d'emplois de qualité. C'est extrêmement important. Souvent on a l'impression que quand on parle de durabilité, c'est seulement le volet environnement, mais aussi la création d'emplois décents est aussi un acte de durabilité. Il faut faire en sorte que les communautés au sein desquelles les entreprises sont implantées puissent bénéficier des fruits de la croissance et donc de cette entreprise. Donc tout cet ensemble, évidemment, fait partie des actions que le gouvernement mène pour une économie à la fois prospère mais en même temps respectueuse de l'environnement. Madame Olga Kwasi, alors quel lien peut-on établir entre l'accréditation et puis les enjeux de durabilité? Alors, au niveau des enjeux de durabilité, les prédécesseurs l'ont dit, il y a l'aspect environnemental, social et économique. Au niveau environnemental, vous avez par exemple les analyses sur la qualité de l'eau de consommation, ou des analyses sur des eaux de surface autour de grandes plantations industrielles. L'évaluation de la conformité va venir faire des analyses pour voir si l'eau n'est pas polluée ou s'il n'y a pas de déversement de pesticides. Et ça, ce sont des aspects de l'environnement. Et donc ici, l'évaluation de la conformité joue un rôle important en matière de durabilité parce qu'il va venir donner un résultat sur la qualité de l'eau. Vous avez également au niveau de la santé, sur les aspects sociaux. Donc l'évaluation de la conformité, comme on l'a dit, on a pris suffisamment d'exemples au niveau de la santé, que ce soit sur la sécurité sanitaire des aliments sains ou sur des analyses biomédicales. L'évaluation de la conformité contribue également à préserver cette durabilité. Et enfin, au niveau économique, tout à l'heure, on a pris l'exemple des stations d'essence, mais on peut prendre également l'exemple des balances dans les marchés. Alors, l'évaluation de la conformité à travers l'étalonnage des balances va assurer que le poids ou la masse qui est vendue est celle qui effectivement est achetée par le consommateur. Donc c'est aussi une voie de lutte contre la vie chère. Donc permettre de protéger le consommateur par rapport à ce qu'il achète. Et donc l'évaluation de la conformité en termes de durabilité est un gardien silencieux de la durabilité, puisqu'il va apporter un gage pour pouvoir donner la preuve nécessaire. Monsieur Marcel Gbaguidier, alors l'accréditation, les standards internationaux, est-ce qu'ils deviennent plus exigeants sur des questions environnementales? Tout à fait. Vous avez maintenant de nouvelles problématiques et qui nous augmentent, je vais dire, le travail à faire, puisque aujourd'hui, par exemple, on a parlé de laboratoires, d'organismes d'inspection, de certification, mais vous avez de nouveaux types d'organismes qui ont vu le jour, qu'on appelle par exemple des organismes de vérification. Ils vérifient quoi? Ils vérifient justement des engagements de durabilité, en parenthèse, pris par des entreprises, mais que le consommateur a besoin d'une tierce partie pour s'assurer que lorsque je dis que je pollue moins, est-ce que c'est vrai? Donc je vais émettre aujourd'hui des résultats, je vais émettre des rapports pour les grandes entreprises sur mon niveau de pollution, mais il faut qu'une tierce partie vienne s'assurer que ce rapport-là, je vais dire aujourd'hui, j'ai des gaz à effet de serre, j'en fais pas beaucoup. Il
faut que quelqu'un d'autre vienne s'assurer que le calcul qui a été fait a été bien fait. Et donc, ce sont de nouveaux organismes qu'on appelle les organismes de vérification. Et nous avons les premiers organismes de vérification accrédités justement en Côte d'Ivoire et Mme Olga Kwasi en fait partie. Justement, dans une nouvelle problématique à laquelle s'est attaqué l'État de Côte d'Ivoire, c'est de regarder la pollution de ces aéronefs, notamment Air Côte d'Ivoire ou d'autres compagnies d'aviation, parce que ça fait aussi partie. Donc, ça montre que cette question de durabilité, elle est transversale et nous sommes obligés de la prendre en charge parce que c'est l'avenir de la planète, tout simplement. Si ce n'est pas pris en charge aujourd'hui, c'est un risque pour le consommateur et pour les générations futures. Monsieur Marius, comment est-ce que les consommateurs, selon votre point de vue, sont aujourd'hui sensibles aux questions de durabilité? Mais obligatoirement, bien évidemment, dans la mesure où, en tant que représentants et défenseurs des intérêts des consommateurs, nous considérons d'ailleurs la durabilité d'une politique d'accréditation comme étant un élément, pour ne pas dire un pion essentiel de toute politique nationale de protection de la santé et de la sécurité du consommateur. Pour vous dire vrai, aujourd'hui, il faut en appeler donc au sens de la responsabilité de l'État qui a déjà fait assez à travers donc ces organismes, à travers ses démembrements. Mais l'État aujourd'hui doit songer, comme il l'a fait au niveau du domaine du secteur de la presse, en mettant en place un fonds de soutien et de développement de la presse. Nous l'avons vu également dans le secteur de l'automobile, où l'État a mis en place, à notre demande, un fonds de développement de l'automobile. Aujourd'hui, et pour aller dans l'innovation technologique, pour aller dans la volonté de l'État d'imposer une culture qualité à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, dans tous les secteurs d'activité, il faut que l'État réfléchisse désormais à mettre en place, certainement, un fonds de soutien à l'accréditation qui permettra justement de nous engager sur une véritable politique d'accréditation, de certification de tous les produits qui sont mis à la disposition des consommateurs qui, ma foi, sont en majorité analphabètes et qui nécessitent que l'État fasse encore plus d'efforts pour assurer leur santé et leur sécurité. D'accord. Mais est-ce que les consommateurs disposent de suffisamment d'informations? Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat n'est pas plutôt la priorité? Est-ce que le fait également que les produits soient accrédités ne valent pas plus cher? Est-ce que le consommateur est très à l'écoute de cela aujourd'hui? Ah non, c'est bien au contraire. Bien au contraire. Quand un produit suit les normes, quand un produit a été fabriqué en suivant tout le processus de normalisation et depuis la fabrication, le stockage, la distribution jusqu'à la commercialisation pour qu'enfin le produit soit entre les mains du consommateur lorsqu'il ce dernier pose un acte d'achat, que ce soit dans une boutique, dans une grande surface ou dans n'importe quel centre de commerce, eh bien, il faut aujourd'hui que les uns et les autres comprennent que lorsqu'on pose un acte d'achat, il ne faut pas payer un médicament parce qu'il est moins cher. Le moins cher coûte cher. Parce que le moins cher engendrera justement au consommateur de se retrouver, si c'est un médicament, à l'hôpital. Si c'est un produit de consommation, à l'hôpital. Si c'est un appareil électroménager, ça peut brûler la maison. Donc il faut qu'on comprenne qu'on ne paye pas tout et n'importe quoi. Parce que le prix est totalement moins cher par rapport au prix d'un produit de qualité. La qualité, c'est la durabilité. La qualité, c'est la protection des enfants, de la maison, de madame, de vous-même et de vos biens. Sinon, si vous payez tout et n'importe quoi, par exemple, si nous prenons le cas, par exemple, du secteur du gaz, il y a de ces fabricants de gaz, pour ne pas dire des vendeurs de gaz, qui vous livrent du gaz à la maison. Et il faut faire bien attention. Il faut toujours aller vers les circuits où vous pouvez avoir une traçabilité. Parce que celui qui vous vend ce gaz, vous ne savez même pas où il est situé. Vous l'appelez sur un numéro, il vient, il vous livre. Mais par la suite, quand le gaz cause un dommage dans la maison, vous le trouvez. Donc, il faut toujours aller vers les circuits traçables. Parce que le consommateur, lorsqu'il pose un acte d'achat, il doit demain pouvoir tracer le vendeur qui lui a véritablement vendu ce produit. Et non ce vendeur d'huile qui pousse son huile dans un autre que vous ne pourrez jamais retrouver, ou bien cette vendeuse
qui vend ses produits à la volée et dans les rues d'Abidjan que vous ne sauriez retrouver. Imaginez-vous, et ils sont nombreux les Ivoiriens qui payent par exemple des coctions de mixtures de racines d'arbres qu'on dit soigner par exemple telle maladie ou telle autre. Le vendeur est le seul à vous dire que sa coction, pour ne pas dire sa mixture, peut vous soigner de telle ou telle maladie. Mais vous n'avez pas, vous, la possibilité d'en attester le contraire. Alors, pourquoi payer un tel produit si vous n'avez pas la traçabilité? Or, la traçabilité, vous n'avez pas la garantie totale de la qualité du produit. Or, cette garantie-là, vous ne pouvez que la retrouver avec les structures d'accréditation. Or, les structures d'accréditation ne vendront jamais leurs produits à la criée. Voilà qui est clair. Alors, nous sommes en train d'amorcer donc la fin de nos échanges, donc de ce petit débat. Et j'aimerais vous poser des questions, puis qu'on y aille vraiment au pas de course avant de vous permettre de conclure. Alors, Monsieur le Directeur Général donc, de l'industrie, en trois mots maximum, l'accréditation, c'est quoi? Non, c'est la reconnaissance officielle de la compétence d'un organisme d'évaluation de la conformité, tout simplement. D'accord. Madame Olga Kwasi, l'accréditation, protection du consommateur ou bien avantage commercial pour les entreprises? Protection du consommateur. Protection du consommateur. Alors, Monsieur Bakidi, alors qui contrôle les contrôleurs, on a dit? Les organismes d'accréditation contrôlent les contrôleurs. D'accord. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus dangereux, Monsieur Komoué? L'absence de contrôle ou le fait de croire que tout est déjà contrôlé? Non, je ne dirais pas l'absence de contrôle. C'est certainement le fait de croire que tout est déjà contrôlé. Parce que le contrôle existe, mais croire que tout est contrôlé, ce n'est pas du tout le bon réflexe pour le consommateur. D'accord. Alors, monsieur, dites-nous, est-ce qu'on peut tout contrôler face à la vitesse de la technologie galopante des innovations? Est-ce qu'on peut tout contrôler? Tout contrôler, je dirais que ça va être un peu difficile, mais il appartient aux structures en charge de contrôle de s'adapter, de suivre le rythme. Parce que l'innovation va très vite, donc il faut également que les structures de contrôle puissent s'adapter au fur et à mesure. D'accord. Alors, Madame Kwasi, dans votre domaine, le plus grand risque est-il la fraude, l'erreur humaine ou bien le relâchement des procédures? Je dirais aussi bien la fraude que le relâchement des procédures. D'accord. Alors, qu'est-ce qui trompe le plus le consommateur? C'est la publicité, les faux labels ou bien les réseaux sociaux? Monsieur Baguili. Aujourd'hui, je parlerai des réseaux sociaux qui regroupent tout ce que vous avez dit juste avant. Où, voilà, il y a les réseaux sociaux non maîtrisés, c'est un grand risque pour le consommateur. Pour le consommateur. Alors, un label suffit-il à garantir la qualité? Je dirais oui. Oui, le label suffit? Le label ne suffit pas totalement, mais au moins, ça instruit le consommateur sur la qualité d'un produit. Vous confirmez ces propos? Le label instruit sur... S'il fait l'objet d'une certification accréditée. Bien évidemment. Il fallait l'ajouter. D'accord. Très bien. Alors, Monsieur Trabi, on va rapidement terminer. Alors, face à deux produits similaires, qu'est-ce qui fait réellement la différence? C'est le prix ou bien c'est la qualité, donc la garantie de la qualité? Il faut nuancer. Quand vous êtes dans une économie où le pouvoir d'achat est bas, évidemment, on a tendance à s'orienter vers le prix, mais en réalité, la qualité devait être primée. Parce que c'est la qualité qui détermine en réalité le prix du produit. D'accord. Madame Kwasi, alors une petite entreprise, est-ce qu'elle a intérêt à faire vérifier ses produits et aller vers l'accréditation? Alors, l'entreprise va aller vers la certification et le certificateur devra être accrédité. Mais la petite entreprise, donc, a intérêt à aller vers la certification pour se maintenir et assurer sa durabilité. Monsieur Baguidi, est-ce que l'accréditation coûte cher? L'accréditation, je dirais, ne coûte pas cher dès lors qu'on voit le risque derrière si on n'a pas fait recours à l'accréditation. Il y aura des surcoûts non maîtrisés plus tard. Très bien. Monsieur Komoué, lorsqu'un scandale éclate sur un produit pourtant certifié, où se situe généralement la faille? Lorsqu'un scandale éclate sur un produit pourtant certifié, c'est déjà arrivé. Alors, où se situe généralement la faille selon vous? Dans le contrôle, dans l'entreprise ou dans l'application des règles? J'allais dire dans l'application des règles. C'est une évidence. D'accord. Alors, un produit conforme aujourd'hui, est-ce qu'il peut ne pas l'être demain? Bien sûr.
La conformité, c'est pour un instant donné. Les dispositifs qui ont prévalu à la certification et à la conformité peuvent changer. Encore que les normes changent, voilà. Donc ça peut changer, effectivement. Ça peut changer. Dernière question, Madame Kassi. Selon vous, quelle est aujourd'hui la plus grande erreur du consommateur? Alors, c'est faire confiance trop vite, ça aurait dû être pour vous, hein, mais c'est tombé sur elle. Alors, c'est faire confiance trop vite, c'est chercher uniquement le prix le plus bas, ou bien ce n'est pas vérifier les informations disponibles? C'est ne pas avoir la bonne information. D'accord. D'accord. Très bien, merci à vous. Nous sommes déjà obligés de rendre l'antenne. Donc, si en 3 mots, chacun peut donner un mot de fin. Je commence par vous, M. Baguidi. En 3 mots, vraiment. 3 mots, c'est déjà merci pour cette première émission sur cette thématique importante et surtout annoncer que nous allons recevoir très bientôt en Côte d'Ivoire le président de Global AC, une occasion de continuer ce débat ensemble. D'accord, très bien. Monsieur Komoué, votre mot de fin? En tout cas, pour nous, c'est d'alerter les consommateurs, d'aller vers les produits de qualité. C'est vrai qu'on me dirait, mais les produits de qualité ne sont pas à ne répondent pas à notre pouvoir d'achat. Mais entre aller vers un produit de qualité douteuse ou falsifié ou un produit issu de la contrebande, eh bien, on est dans la perspective donc, de s'acheter la mort, on est dans la perspective de se mettre en danger et mettre également en danger les siens. Madame Kassi? Alors, c'est avant tout dire merci à la RTI pour l'occasion qui nous a été donnée de faire ce débat avec à sa tête son directeur général. Mais c'est aussi l'occasion d'informer la population de l'existence de l'Association des organismes d'évaluation de la conformité qui a la chance de couvrir des organismes d'évaluation de la conformité sur tous les secteurs à risque de l'évaluation de la conformité en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général de l'industrie, Monsieur Emmanuel Trabi, votre mot de fin. Je voudrais donc remercier à l'instar des autres collègues la RTI au nom de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Monsieur Kaliz Konaté, pour l'opportunité qui nous a été donnée d'informer, de sensibiliser tous les acteurs économiques sur l'un des enjeux majeurs donc, de la compétitivité de l'économie, l'infrastructure nationale de la qualité de façon générale, mais particulièrement l'accréditation. Le gouvernement a fait beaucoup. Évidemment, au regard des enjeux encore importants, le gouvernement continuera aussi bien de renforcer le cadre législatif que de renforcer tout ce qui est contrôle à l'effet de permettre que tous les acteurs, tous les organismes qui le méritent puissent être accrédités pour renforcer la compétitivité globale de notre économie. Merci. Je vous remercie, Madame, Messieurs, d'être venus sur notre plateau. Et puis, l'accréditation demeure donc largement méconnue du grand public. Pourtant, derrière de nombreux produits et services que nous utilisons chaque jour, elle contribue à garantir la sécurité, la qualité, la confiance et la durabilité. Alors, c'est un travail discret, souvent invisible, mais essentiel à la protection des populations. Merci à nos différents invités pour les éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée sur RTI.